prends un petit moment pour vous annoncer que ma série à huis clos a désormais sa propre page Patreon. Donc, si vous aimez la série et que vous avez envie de m'encourager à faire plus de contenu pertinent comme ça, vous pouvez visiter la page patreon.com/à huis clos. Aujourd'hui, on accueille Théo et Catherine pour parler d'avortement. Catherine, peux-tu nous expliquer un peu pourquoi tu es ici? Oui, ben moi en fait, je suis intervenante en sexologie chez Grossesse Secours. Fait que dans le fond, moi je suis amenée au quotidien quand même le traiter de ce sujet-là, puis aussi être en contact avec des femmes qui vivent de longue violence face à leur grossesse. Donc on aborde beaucoup ce sujet-là. Puis Théo? Ben moi, dans le fond, j'ai vécu un avortement il y a presque 5 ans maintenant, puis j'ai eu la chance de partager mon témoignage dans Urbania il y a à peu près 2 mois. Puis Camille m'a demandé de venir vous le partager également. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ouais, je trouvais ça le fun, ton témoignage, parce que c'est très positif. On peut peut-être commencer avec ton témoignage. Ouais, ben qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, absolument. Ça vous veut. Ouais, dans le fond, moi, il y a 5 ans, donc j'avais 22 ans, je suis tombée enceinte. Puis à ce moment-là, j'étais en couple, mais je savais que mon couple n'était pas prêt à avoir un enfant. Je savais que... En fait, je n'étais même pas sûre, et encore à ce jour, je ne suis pas sûre de mon désir de devenir mère, si je veux des enfants ou pas. Puis ça a été vraiment instantané dans ma tête. Je me disais, ben je ne suis pas prête. Donc, dès que j'ai fait le test de grossesse, j'ai vu que c'était positif. J'ai appelé au Centre de santé des femmes de Montréal. Moi, dans le fond, à ce moment-là de ma vie, j'étudiais au bac en sexologie à l'UQAM. C'est drôle parce qu'on s'est légèrement côtoyés. Ouais. Puis j'avais tellement été impressionnée par la vibe là-bas. C'est un centre qui est vraiment là pour les femmes, avec une vibe féministe, qui est là vraiment au service des femmes. Sans jugement. Sans jugement, qui est là pour aider les femmes. Puis tu rentres là, t'as pas une vibe de clinique. Je me suis dit, je me rappelle quand j'avais visité, je me suis dit, si ça m'arrive un jour, je veux vivre mon avortement là-bas. Je veux vivre ça entourée de gens qui vont être là sans jugement, qui vont être là pour me supporter. Fait que j'ai pris rendez-vous, puis c'est spécial un peu quand tu te fais avorter dans la vie parce que entre le moment où tu découvres que tu es enceinte puis le moment où tu te fais avorter, il y a un délai. Tu sais, dans le sens que faut avoir un certain nombre de semaines pour que l'avortement... c'est quoi le minimum? Je me rappelle pas par cœur, tu sais-tu? Ben habituellement, les avortements vont se pratiquer à peu près à partir de la 5e semaine de grossesse. Okay. Avant ça sera pas... trop petit. Il y a des risques que ça fonctionne pas, en fait. Exactement. Ah, ouais, okay. Ouais. Fait que aussi pour le test de grossesse, ça va être comme plus facile à détecter, puis avec l'écho aussi qui est fait souvent avant que l'intervention ait lieu, là, fait que c'est à partir de la 5e. Ouais. Fait que ça, c'est comme spécial dans le fond parce que j'ai vécu un genre de 2-3 semaines où je savais que j'étais enceinte, je savais que la décision était prise pour me faire avorter, mais que j'avais quand même, tu sais, que j'étais enceinte, là, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça, mais j'étais vraiment en paix avec ça, puis tout mon entourage, ma famille, mes amis, proches, ben je leur ai dit, tu sais, moi je suis vraiment pas, je trouve pas que, en fait, ça devrait jamais être une honte, là, se faire avorter, ça devrait être tout le temps, c'est notre choix, si c'est notre choix, c'est notre corps, là. C'est sûr que c'est pas toujours comme ça dans tous les entourages, non, exactement, mais par contre, c'est ça, mais c'est prouvé que quand ton entourage est ouvert puis et sans jugement, tu vis mieux ton avortement. Fait que moi, j'ai eu cette chance-là aussi. Fait que là, j'ai pris mon rendez-vous, puis aussi, j'avais étudié toutes les étapes de l'avortement, dans le fond, dans mon cours de contraception et fertilité au bac en sexo. Fait que j'avais exactement ce qui allait se passer. Puis je trouve que ça aide énormément à traverser le processus avec paix et harmonie. Tu sais, à la base, quand t'es bien avec ton choix, puis que t'es bien encadré, puis t'es entre des mains qui sont douces, compréhensives et empathiques, ça change tout. Fait que j'allais me faire avorter. Je pense que c'était le 5 août, si je me rappelle bien. J'ai pas une si bonne mémoire que ça. Puis ça s'est super bien passé. Puis c'était vraiment comme j'imaginais, dans le fond. J'ai été prise, tu te fais voir par un médecin au début. Elle te demande si c'est vraiment ton choix, si t'es bien avec ça. T'as des options aussi après. Il t'offre les autres options. Ouais, les autres options, mais aussi il t'offre, comme moi, mettons, j'avais plus de moyens de contraception à ce moment-là. Fait que comme ben, tu sais, on pourrait en même temps poser un stérilet si t'attends. C'est ça que j'ai fait. Là, j'ai un stérilet depuis. C'est cool, ça. Oui, c'est ça. Fait que, à place de faire 2 interventions. Ben, exactement. Il t'aiguille adéquatement. Puis il s'assure vraiment que c'est ton choix, que t'es bien, que t'es. Fait que c'est ton libre choix, en fait. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis c'est toutes des femmes qui travaillent là. Ça, je trouve ça très important. Là. Tu sais, si tu vas en milieu hospitalier, c'est pas nécessairement une femme qui va t'avorter. C'est pas la même chose. Je trouve c'est pas le même...
j'ai trouvé que ça a fait toute la différence. Je suis quand même d'accord, tu sais, même pour les examens gynécologiques, on est plus à l'aise que ça soit une femme que ça soit un homme, là. Ouais, vraiment. C'est sûr que des fois, t'as pas le choix, là, mais ouais. Mais je trouve que dans le milieu médical, là, souvent, les mots des femmes ou ce qu'on vit est moins pris... Ben, en fait, c'est un fait, là, c'est moins pris en considération par le corps médical, mais mes expériences les plus positives avec les médecins en général dans la vie, c'était avec des docteurs femmes. J'ai trouvé ça merveilleux d'avoir accès à ça au Centre de santé des femmes de Montréal. Puis après, ben, tu rentres à la maison. Puis aussi, on fait choisir le degré comme d'antidouleur que t'as aussi. Ah oui? Oui, fait que ça, c'est bien. Tu sais, t'es vraiment... tu sais, ton choix est vraiment de A à Z. Puis ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis après, écoute, je suis rentrée à la maison, j'ai pris congé cette journée-là, évidemment. Ouais, je me suis reposée. Ouais, puis, tu sais, après, c'est sûr que ton corps, tu sais, il vit une chute d'hormones. Mm-hmm. Ça peut être difficile. Puis c'est pas un deuil, mais c'est juste comme une décision, puis un choix de vie. Puis c'est un tournant, tu sais. C'est quand même une grosse décision. Oui, c'est une grosse décision. Mais je me suis sentie vraiment bien encadrée, puis j'ai aucun regret de A à Z, puis je suis reconnaissante d'avoir pu faire ce choix-là. J'ai trouvé que c'était tellement empowering de pouvoir faire ce choix-là pour ma vie, pour mon corps, puis ça devrait même pas... tu sais, je me sens chanceuse, mais ça devrait pas être une chance, ça devrait être un droit. Ouais. Puis... Vraiment. C'est fort, c'est vrai. Ouais, vraiment. Puis c'est fou parce que au Québec, on est la province qui a l'accès le plus facile à l'avortement. Parce que même s'il est décriminalisé, c'est pas partout que c'est aussi simple. Puis quand t'as déjà ce stress-là de faire ce choix-là pour toi, puis d'être dans une situation qui est inconnue, là, je veux dire, quand tu tombes enceinte, puis que tu le prévoyais pas, de prendre conscience que t'es fertile, même si t'as eu tes règles depuis ton adolescence, c'est vraiment un feeling particulier. Ouais, de dire, OK, ben ça se peut, genre, j'ai vraiment comme... Je suis vraiment enceinte en ce moment. Puis je suis fertile. Fait que déjà ça, c'est un choc. Fait que de pouvoir amortir ce choc-là avec... en faisant un choix, puis en ayant un choix qui est facilité par l'accès aux services, c'est tellement précieux. Ouais. Puis si je pouvais faire en sorte que toutes les femmes au monde qui ont vécu ce que j'ai vécu, cette espèce de surprise-là, quand tu apprends que tu es enceinte, puis tu te rends compte, ben écoute, je suis pas prête à être maman, là, c'est pas ça que je veux en ce moment. J'aimerais ça que toutes les femmes au monde aient cette même liberté-là, ce même choix-là, ce même droit de choisir. Ouais. Fait que c'est ça, c'est mon histoire en gros, là. C'est une belle histoire. Puis ben je l'ai vraiment bien vécu en fait. Ouais, puis c'est ça. C'est ça. J'ai aucun regret, j'ai été choyée de A à Z de pouvoir vivre ça en paix. Puis je trouve que c'est rarement dépeint ainsi un avortement. C'est vrai. Puis c'est correct que des femmes le vivent plus difficilement. Tout dépend de la situation dans laquelle tu es à ce moment-là. Ouais. Puis c'est vraiment correct, vraiment. Puis c'est une grosse décision. Mais moi, je l'ai bien vécu, puis je pense que c'est important d'en parler. Puis je pense que je l'ai bien vécu parce que je savais qu'est-ce qui allait arriver, je connaissais les étapes, puis parce que j'ai eu accès à un service incroyable, avec des femmes merveilleuses, empathiques. Puis je pense que ça fait toute la ça doit être différence. totalement autre chose, justement, pour ceux qui ont difficilement accès à l'avortement. Tu sais, en région ou ailleurs dans le pays, des fois, il y a moins de cliniques, moins de docteurs qui sont game de le faire, là, tu sais, ou qui c'est dans leur valeur. Il y en a que c'est juste pas, ils veulent pas le faire, là. Mais parce que ça doit être un autre stress supplémentaire, là, tu sais. Déjà, de prendre la décision, oui, tu peux le vivre en paix, mais j'imagine que ça doit être pas super le fun comme procédure. Là. Non, c'est pas agréable, là, ça fait mal. C'est pas le fun. Il y a personne qui va se faire avorter en se disant « Ah, trop nice, je vais aller me faire avorter. Ouais. » C'est pas agréable. Ouais. Puis, tu sais, non seulement t'as ce stress-là, mais pour d'autres personnes aussi, mettons, qui ont un accès qui est limité, il y a le stress financier, le stress de temps, le stress de prendre un congé pour y aller, le stress de se déplacer. Tu sais, je parlais avec Catherine tantôt, à l'île du Prince-Édouard, il n'y a pas de clinique dans la province. Fait que si tu tombes enceinte, il faut que tu ailles dans une autre province te faire avorter, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de se déplacer. Ça n'a pas d'allure, puis on parle d'une province au Canada en 2019, là. Même si en tant que tel au Canada, c'est accessible et légal, il y a encore comme plusieurs barrières qui font en sorte que c'est très inégal à travers le pays, c'est très inégal. Même nous, au Québec, à Montréal, on a vraiment beaucoup de cliniques,
Mais dès qu'on s'éloigne, qu'on va un peu plus en région, là, c'est pas la même accessibilité non plus, tu sais. Puis il peut y avoir un temps d'attente aussi qui est un peu plus long entre le moment que t'appelles puis entre le moment que t'as aussi ton rendez-vous. Fait qu'il y a différentes barrières. Ouais. C'est juste quand on parle pour les femmes autochtones, pour aussi il peut y avoir des barrières au niveau de la langue. Vraiment. Si par exemple t'es une immigrante puis tu parles pas français ni anglais, Absolument. c'est pas évident d'aller chercher de l'aide, d'aller aussi t'informer sur comment ça fonctionne pour faire en sorte que ton choix au final soit le plus éclairé possible. Absolument. Moi, j'étais vraiment privilégiée, je crois, d'avoir déjà connu. Oui, d'être une femme blanche qui avait des moyens de base, tu sais, pour pouvoir prendre un congé, de parler la langue ici, d'avoir un accès au corps médical. Fait que c'est ça, c'est vrai, je tiens à le souligner, là, c'est vraiment pas tout le monde qui a ces mêmes privilèges-là. Pour quelqu'un qui part de zéro, là, qui connaît pas les cliniques ou quoi, comment on fait pour trouver, comment on décide de choisir notre clinique ou comment on fait pour les trouver en fait? Y a-t-il un répertoire à quelque part sur Internet ou... Ouais. Ben en fait, par exemple, si on veut une grossesse qui était non planifiée puis qu'on veut possiblement aller vers l'interruption de grossesse ou avortement, là, les deux, on peut utiliser le terme, ben en fait, la FQPN, qui est la Fédération Planning des naissances du Québec, a fait à chaque année une mise à jour d'un répertoire qui est répertorié dans toutes les régions administratives du Québec, les différents centres qui vont pratiquer les interruptions de grossesse. Fait que ça peut être les hôpitaux, les CLSC, les centres de santé des femmes, les cliniques aussi qui sont privées. Fait que ce guide-là est disponible en ligne. Puis aussi, on peut le commander gratuitement, je crois, là, dans les organismes. Fait que, par exemple, les gens peuvent nous appeler, nous, à Grossesse Secours, puis on les aide à savoir, ben, t'es dans quelle région, t'es rendu à combien de semaines de grossesse, puis on regarde avec ces personnes-là où est-ce qu'on pourrait aller les référer pour que ça corresponde le plus possible aussi là, à leurs besoins et à leur situation. OK. Fait que, outre l'Internet, les gens peuvent comme appeler un CLSC ou à l'hôpital, puis dire je suis à la recherche d'une clinique d'interruption de grossesse, puis... Ouais, ils pourraient possiblement... référer... Ouais, peut-être plus, je dirais, CLSC ou bien Info Santé qui pourraient comme référer un peu plus facilement. Info Santé, c'est intéressant, ça. Info Santé, sinon ils peuvent appeler à Grossesse Secours. Si aussi les gens en Estrie ou à Québec, il y a SOS Grossesse. Estrie Québec qui offre le même service aussi, là, qui peut donner des références au téléphone. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. J'ai sondé ma communauté sur Instagram pour aller chercher des questions. Puis, une des questions, en fait, je pense que la raison principale pour laquelle les gens aimeraient restreindre les droits à l'avortement, c'est qu'ils ont l'impression que plusieurs femmes l'utilisent comme moyen de contraception. Des femmes, il y a une personne qui m'avait dit qu'elle connaissait une fille qui s'était fait avorter maintes et maintes fois, puis que c'était vraiment un problème, puis il fallait régler ce problème-là en restreignant les droits, tu sais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est vrai que c'est un réel problème des femmes qui pensent que c'est un moyen de contraception, puis il y en a-tu tant que ça des femmes qui se font avorter non-stop, là, tout le temps, plusieurs fois par année, mettons, je sais pas, là, je me demande si on a des statistiques là-dessus peut-être, ou... On n'a pas vraiment de statistiques là-dessus, mais comme clairement, je pense que c'est une fausse croyance, c'est un mythe de penser ça. Premièrement, ça transparaît comme vraiment une méconnaissance par rapport à l'avortement en tant que tel, puis par rapport aussi à la fertilité de la femme, à toute la question de contraception, parce qu'on le sait, hein, les contraceptifs sont pas 100% efficaces. C'est clair. Ça, c'est en sorte que, tu sais, peut-être qu'on va utiliser la contraception super bien ou peut-être un peu moins, puis finalement, on va vivre une grossesse qui était non planifiée, puis c'est correct. Puis c'est ça aussi qu'au Canada qui est bien, c'est qu'on a le droit que finalement, si on vit quelque chose qui est pas planifié, de décider comment qu'on veut, la finalité dans le fond de notre corps. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on va souvent entendre, puis tu sais, autant chez les plus jeunes que chez les plus vieux aussi, là, ce mythe-là qui est comme « Ah, ben pourtant, utiliser comme un moyen de contraception, s'ils voudraient vraiment pas vivre une grossesse qui est non planifiée, ils prendraient les moyens pour. » Puis pour moi, ça, c'est vraiment comme de, premièrement, culpabiliser la femme qui vit une grossesse qui était non planifiée, puis c'est aussi de comme reporter encore une fois la responsabilité de la contraception sur la femme, alors qu'une relation sexuelle, on l'entend comme ici hétérosexuelle, là, comme, et quand même le chapeau des deux, là. J'avais lu, tu sais, avec l'histoire de l'Alabama puis tout ça, récemment, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties là-dessus. Puis il y avait quelqu'un qui avait écrit un texte en disant, tu sais, une femme, là, elle peut avoir une relation sexuelle avec 100 hommes, puis elle peut juste tomber enceinte une fois, mettons... En un an. C'est ça. Puis puis un homme, l'inverse, il a une relation sexuelle avec 100 femmes, il peut mettre 100 femmes enceintes. Ben oui. Fait que, tu sais, à mon avis, la responsabilité est beaucoup plus sur les hommes, même si
aussi, en ce moment, c'est pas ça, parce que à part le condom... Mais la contraception, en général, est vraiment... c'est vraiment comme un fardeau féminin, là. Ouais. Puis tantôt, je me suis mal exprimée quand je disais que j'avais pas de moyen de contraception. J'avais le condom, là, quand je suis tombée enceinte, mais c'est... Tu sais, dans le... Mais t'en avais pas... J'en avais pas, exactement, j'en avais pas à moi, qui était comme plus sûre. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'avais pas... Mettons, je prenais pas la pilule, tout ça, mais c'est parce que... C'est ça faisait 7 ans que j'avais ce fardeau-là. Je voulais comme je comprends plus prendre la pilule. Pour mes raisons personnelles, puis je shame vraiment zéro les gens qui prennent la pilule. Là, c'est vrai. Encore là, c'est un choix, notre corps, nos antécédents familiaux. Mais on le sait aussi qu'il y a vraiment des effets sur notre santé. Là. Pour plusieurs personnes, ça réagit pas de pareil non, exactement. pour chaque personne. Exactement. Puis je trouve vraiment que la contraception en général, c'est un fardeau féminin. Puis c'est pas juste. C'est vrai, hein? Ouais. Puis là, il parlait récemment de la pilule contraceptive pour hommes. Là. Ouais. Je pense que c'est comme venu sur le marché, que ça a été retiré. En tout cas, ça fait longtemps qu'ils font des études là-dessus. Ouais, puis qu'ils retirent à cause des effets secondaires. Mais c'est les mêmes effets que la pilule contraceptive pour femmes. Ouais, c'est similaire. Ben, tu peux nous éclairer si c'est... Je suis pas encore super familière avec le dossier. Justement, ce matin, avant de m'en venir, je lisais un article qui avait été sorti là-dessus. De ce que j'en comprends, il y a encore comme plusieurs essais cliniques à faire avant vraiment, je pense que ça soit comme recommandé au niveau santé. Ouais. Mais en même temps, c'est normal. Là, mais... Oui, c'est bien correct, mais je suis curieuse de voir, tu sais, parce qu'on s'entend la contraception hormonale, par exemple, la pilule, il y a encore plusieurs effets quand même sur la santé des femmes. Fait que je sais pas à quel point cette pilule-là, tu sais, va avoir des effets comparables ou il essaie vraiment d'offrir un produit qui a beaucoup moins d'effets sur l'homme. Fait que je sais pas. Je pense que ça fait longtemps que ça veut s'en venir, mais je sais pas à quel point ça va sortir bientôt ou pas. En même temps, ils ont déjà. Je pense que étant donné qu'on a déjà la pilule contraceptive féminine, c'est peut-être moins une urgence pour eux de sortir ce produit-là. Ben, c'est des suppositions, mais aussi, tu sais, si on parle de santé, souvent, mettons, les gens, ils sont comme, qui sont, mettons, anti-choix. Je vais jamais dire pro-vie, c'est les gens qui sont anti-choix. Ils sont comme, ben, tu sais, au pire, la femme peut vivre sa grossesse puis donner le bébé en adoption, mais il faut pas minimiser non plus les effets d'une grossesse sur le corps humain. Exact. Il y a vraiment, c'est intense, là. Il y a beaucoup de risques. Oui, il y a plein de risques, là. Puis aussi, t'as non seulement un risque de santé, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de s'arrêter de travailler si nécessaire, que les moyens financiers de tout orchestrer ça, d'aller à des rendez-vous médicaux chroniques, là. Puis je pense que ça, c'est à prendre en considération. Tu sais, c'est pas juste genre, tu popes un bébé puis tu le mets en adoption. C'est un 9 mois il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Exactement. Tu mets ta vie un peu sur pause. Oui, pendant... tu mets ton corps on hold parce que ton corps est en train de créer un humain. C'est pas tout le monde qui a le temps ni les moyens financiers de faire ça. Là. Mais c'est pour ça qu'en tant que tel aussi, l'adoption est un des choix. Tu sais, c'est vraiment pas tout le monde, comme tu dis, qui veut passer par ce processus-là. Puis c'est correct parce que on s'entend que pour une personne qui, par exemple, veut pas vivre de grossesse et se voit comme pas la possibilité de vivre un avortement et finalement choisit d'adopter, c'est quand même une imposition à son corps de tout vivre ça, tous les changements, puis de porter quelqu'un à l'intérieur aussi que si on s'en veut pas, c'est pas évident. Vraiment. Je me demandais s'il y avait un soutien moral ou un suivi en psychothérapie après les avortements. Je sais pas s'il y en a qui auraient peut-être plus besoin, que peut-être ils voulaient un enfant, mais c'était vraiment pas le bon moment, mais ça les a vraiment brisés. Je sais pas si on offre ça au Québec. Sais-tu, mettons, à Grossesse Secours, est-ce qu'il y a ce type de service-là? Ou... On l'a, mais de manière comme plus ponctuelle, puis ça va plus être un service comme de relation d'aide. Donc, dans le fond, peu importe que ça soit comme avant ou après la grossesse, la personne peut venir nous voir pour rencontrer une intervenante, puis on va parler avec elle, puis on va essayer comme de l'aider, de lui offrir du soutien. Donc, ça peut être justement dans un contexte post-avortement. Par contre, si c'est un soutien qui est comme un peu plus comme psychothérapeutique, qui est un peu plus comme prononcé, là, par contre, on ne pourra pas le faire. Puis malheureusement, il n'y a comme pas encore beaucoup de ressources à ce sujet-là. Puis on la voit, là, vraiment, la demande et le besoin. En général, en santé mentale, je pense c'est ça que j'allais dire. L'accès à la santé mentale, l'accès pour des ressources en santé mentale au Québec est assez limité. Vraiment. Puis, tu sais, mettons, je pense que quand tu passes par le CLSC, mettons, public, des fois, il y a des délais, tu sais, selon l'urgence de ton cas. Mais moi, je trouve que ça doit être dur à évaluer, là. Tu sais, je veux dire, si tu as accès à un TS, un travailleur social, un TS ou une psychothérapeute, mais que c'est 3 mois après l'intervention, des fois, ben, il y a du dommage qui a été fait. C'est ça. La personne peut vivre, c'est sûr que le trouble va être amplifié, là, plus t'attends sans le traiter.
Exact. ça va juste être pire, puis ça va être plus difficile à traiter aussi. Ouais. Ce qui fait en sorte aussi que, justement, la personne peut devoir aller vers des services qui sont privés, mais rendu là, c'est encore une autre barrière parce que c'est pas tout le monde qui peut non plus. financière. Exactement. Sinon, on va essayer de référer dans des centres communautaires qui vont offrir ce genre de service-là en psychothérapie. Ouais. Mais il faut vraiment aller avec un professionnel qui va être comme justement à l'aise de parler de cette problématique-là. C'est pas non plus tous les professionnels. À l'aise, sensibilisé, puis Exact. empathique. Ouais, Exact. c'est vrai. Mais c'est sûr que, tu sais, en effet, on parlait tantôt, tous les vécus sont vraiment valides et possibles par rapport à une interruption de grossesse. Puis aussi, ça va vraiment varier de notre bagage aussi, qu'est-ce que nous on a vécu dans notre vie qui fait en sorte que finalement peut-être ça va être plus ou moins facile après. Puis aussi souvent ce qu'on dit c'est que quand, tu sais, le cheminement pour au final prendre une décision, il est pas facile. Tu sais, c'est pas une décision qui est le fun à prendre, qui est facile, mais plus on le fait de manière réfléchie, de manière éclairée, fait qu'on va en discuter, on va aller chercher l'information. Souvent, ça va être plus facile de vivre le après aussi parce qu'on va vraiment avoir pris une décision qu'on va avoir jugée qui était la bonne pour nous, qu'on va y avoir comme réfléchi. Ouais. Puis encore, ça revient avec ton réseau de support autour de toi. Les gens autour de toi, s'ils sont compréhensifs, ça va être plus facile après. J'imagine que si ta famille ou tes amis te jugent puis te shame, c'est ça, après. Te fait sentir honteuse, ça va être horrible. Peut-être qu'à la base, t'aurais pas eu de regrets, mais qu'à cause des gens autour de toi, tu peux peut-être finalement avoir des regrets. Puis, mais je me rappelle, c'est loin dans ma tête, mais dans le cours de contraception et fertilité au bac, ça doit faire 6 ans, notre prof, elle avait dit ça justement, que c'est une statistique là, que dans le fond, l'avortement, souvent les gens ressentent moins des émotions négatives face à l'intervention en tant que telle, mais ils se sentent pas bien à cause des réactions de leurs proches. Ouais, c'est épouvantable quand même. C'est triste, ça donne des frissons. Ouais, vraiment, c'est super triste. Mais une des stratégies, justement, un peu comme toute situation un peu plus comme délicate qu'on peut vivre, c'est vraiment de choisir les personnes aussi à qui on va se révéler quand on sait qu'on n'aura peut-être pas des réponses qui sont toujours positives. Ça va vraiment être d'aller comme de se questionner, bon, cette personne-là, est-ce qu'elle pourrait vraiment m'offrir un soutien dont j'ai besoin? Fait peut-être plus choisir les personnes à qui on va en parler pour avoir une réponse aussi un peu plus positive puis soutenante. Mais je trouve ça important d'en parler aussi. Puis quand j'ai partagé mon texte sur Urbania, puis je l'ai mis sur mon Facebook, puis j'ai reçu tellement une vague de témoignages, que ça soit sur la publication en tant que telle ou en inbox, tout ça, de gens qui étaient comme « Hey, ça fait tellement du bien d'en entendre parler, que ça soit démocratisé. » Puis dans le texte, c'est Rosemée Automne-Témorin qui l'a écrit là, sur Urbania, qui a recueilli le témoignage. Ça a vraiment recueilli une panoplie d'expériences différentes. Je trouvais ça vraiment fun. Un avortement, c'est tellement personnel puis unique là, dans ton expérience à toi que je trouvais que ce texte-là reflétait, dans le fond, cet éventail de choses qu'on peut vivre quand on vit un avortement. Là. Puis je pense que c'est important d'en parler, puis on n'en parlera jamais assez, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Tu sais, oui, c'est aux États-Unis, mais comme il y a quand même une montée de la droite très présente au Canada en ce moment aussi. Il y a plusieurs, surtout dans les conservateurs, j'ai l'impression, qui seraient... Ils iraient pour restreindre l'avortement. Ben, tu sais, Maxime Bernier a fait un commentaire il y a peut-être un mois dans l'espèce de frénésie autour de l'avortement aux États-Unis, là, puis comme quoi qu'il serait pas fermé à l'idée de revoir la décriminalisation. Mais il pourrait pas le faire, en tout cas. Ne pas être fermé à l'idée de restreindre les droits à l'avortement, pour moi, c'est être contre l'avortement. Ben oui, exactement. Tu peux pas rouvrir ce débat-là, mais c'est un droit acquis. C'est ça, exactement. Ah, Maxime Bernier. En plus, moi, je viens de la Beauce, là. Oh my God! J'ai pas de la misère avec ce monsieur. Oh là là. Mais, bref, c'est correct. Il s'est parti un nouveau parti, puis ça marchera jamais. Fait que je sais, mais c'est ça, je trouve qu'on n'est pas à l'abri, puis ça me fait capoter. Ça fait peur, pour vrai. C'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on sait jamais non plus qu'est-ce qui peut arriver, même si on est quand même privilégié, mais il faut pas oublier non plus que du moment que ça a été décriminalisé, il y a quand même eu aussi plusieurs moments où on a tenté de renverser aussi cette décision-là ou de restreindre ce droit-là des femmes et des personnes trans non-binaires. Fait qu'il faut en effet pas le prendre nécessairement pour acquis. Puis je pense que c'est important justement de continuer à être impliqué dans les luttes pour ça. À en parler et à se battre pour ce droit. Oui, tout à fait. Tu sais aussi... Je pense que c'est important de dire que même au Québec, même si là, c'est plus accessible qu'ailleurs au Canada, ça n'a pas toujours été le cas, même si c'était décriminalisé grâce au Code d'Aigle. Mais tu sais, c'est quoi? C'était en 86?
c'est ça? Ben en fait, c'est en 88, ça a été décriminalisé avec Morgan Taylor. Puis le codex, c'est dans le fond, le fœtus n'a pas de droit. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais tu sais, après, c'était pas nécessairement gratuit avec la RAMQ jusqu'en 2004, c'est ça? Je pense que oui. Ouais, c'est récent quand même. Oui, je veux dire, on parle d'il y a 15 ans. Genre, ça n'a aucun sens. Là. Ben en fait, je pense, il me semble de mémoire, en 2004, c'était du moment que c'était gratuit, mais dans l'ensemble des services. Je pense qu'en fait, c'était comme gratuit dans les services publics, mais pas nécessairement dans les services privés. Puis tu vois, au Québec, c'est comme ça, mais au Nouveau-Brunswick, jusqu'en... Ben je pense même actuellement, les services sont couverts, mais juste dans les services hospitaliers. Fait que si une personne va dans une clinique privée, ça sera pas couvert par le gouvernement. C'est fou. C'est pas loin de chez nous, là. Je veux dire, ça a quoi, 10 heures de char? Hein? C'est fou. Je pense que ça fait capoter. Ça, c'est une chose aussi qui m'avait vraiment frappée. J'avais fait des petites recherches, là, justement, sur quand c'était légalisé, puis avant, c'était comment. Puis ce qui m'avait frappée, c'était comme les années juste avant que ça soit décriminalisé. La cause principale des hospitalisations pour les femmes, c'était suite à un avortement clandestin là, qui était mal tourné, puis que, tu sais, je veux dire, c'est fou, là. La cause principale. Absolument. Et je vais toujours me rappeler, dans mon cours de contraception et fertilité, mon cours préféré de tout mon bac en sexo à l'UQAM, notre prof, elle nous avait présenté une vidéo qui présentait, dans le fond, des statistiques d'avortement à travers le monde. Puis, dans le fond, restreindre l'accès à l'avortement ou le rendre illégal, ça ne réduit pas le nombre d'avortements. C'est clair. Ça va juste augmenter le nombre d'avortements qui vont être faits. Oui, exactement. Qui vont mettre la vie des femmes en péril. Fait que c'est vraiment, là, c'est de restreindre le droit à l'avortement, de l'empêcher, de le criminaliser, ça fait juste mettre en danger des femmes, des êtres humains qui... eux aussi ont droit à la vie, dans le fond. Fait que tu peux pas dire que t'es pro-vie quand t'es anti-choix, dans le fond. Vraiment. Puis au contraire, justement, quand on veut diminuer le taux d'avortement, le fait de le rendre légal a cet impact. Ben oui, parce que souvent, ça vient avec une ouverture au niveau de la contraception dans les pays. Ça vient avec justement l'éducation qui est faite au niveau de la contraception, le planning des naissances qui est offert, et beaucoup d'informations aussi de manière générale, ce qui fait en sorte que les personnes sont beaucoup plus outillées aussi pour gérer eux-mêmes leur sexualité, leur santé reproductive, ce qui fait en sorte que souvent, ils vont avoir comme moins d'avortements qui vont se faire. Fait que, c'est un argument aussi qui n'a pas vraiment de sens de dire qu'il faut le rendre, que dans le fond, le rendre légal, ça va juste augmenter les taux. C'est pas du tout ça qu'on voit, là. Puis si on parle c'est même pas un vécu, là, c'est des faits, c'est des statistiques. Ça parle beaucoup. Ben oui, pour les gens de science. Le cas d'Aigle, c'est une femme qui est tombée enceinte de son conjoint, puis elle ne voulait pas avoir cet enfant-là, puis était dans une relation tumultueuse. En plus, là, je pense qu'il la violentait, là, à vérifier sur Internet. Mais puis lui, dans le fond, il ne voulait pas qu'elle se fasse avorter, qu'elle interrompe sa grossesse. Fait que ça s'est retrouvé au tribunal. Puis là, je connais pas bien les strates judiciaires là, au Québec, mais ça allait comme vraiment loin jusqu'à temps pour qu'elle ait le droit. Puis finalement, ça a même été... au début, ça avait été accepté, après, ça a été refusé. Il arrangeait tout ça. Puis, mais tout ce temps-là, sa grossesse avançait. Fait que finalement, elle est allée se faire avorter illégalement aux États-Unis. Mais au bout de la ligne, elle a gagné sa cause. Exact. Ouais. Ça s'est rendu en fond jusqu'à la Cour suprême du Canada qui finalement a statué que premièrement, le père en tant que tel ne peut pas imposer sa décision sur la femme de poursuivre ou non comme la grossesse, donc son opinion n'est pas valide, c'est vraiment à la femme de choisir pour elle-même si elle veut poursuivre ou non la grossesse. Puis également dans ce cas-là, il y avait le fait que le fœtus n'a pas de droit. De personnalité comme juridique qu'on appelle, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de droit jusqu'au moment où ce qui naît viable. Fait qu'à ce moment-là, justement, quand on considère qu'une femme qui est enceinte, on peut pas dire que le fœtus ou l'embryon a vraiment des droits. C'est vraiment le moment qui va naître. C'est quand même un plus pour quand même les femmes parce que ça donne aussi beaucoup plus de poids pour renforcer aussi là, l'accès et la légalité quand même là, à l'avortement. C'est ça en fait qui est remis en compte beaucoup aux États-Unis. Là. Un peu partout. Même, c'est souvent ce discours-là qu'on va entendre, le droit à la vie. Fait que c'est beaucoup ce discours-là qui va être adopté par les personnes là, qui sont anti-choix de manière générale. Mais c'est pas encore des personnes. Non, c'est ça. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. On comprend que c'est quand même humain, mais c'est pas un être humain.
c'est ça. Ouais. Il y a eu quelques questions sur les avortements tardifs. Des gens qui avaient l'air un peu traumatisés de tout ça, ou je sais pas c'est quoi, je sais pas comment ça marche, c'est comme au deuxième trimestre, ça? C'est le deuxième? Ça va être comme 2e, 3e trimestre, dépendamment. C'est ça. Mais ça, y a-tu comme des règles un peu plus serrées pour ce genre d'avortement-là? Oui et non, dans le sens que, dans le fond, au Québec, on peut avoir accès à un avortement entre la 5e et la 23e semaine de grossesse. Donc, quand on dépasse ce délai-là, on va l'appeler comme un peu plus avortement comme tardif. Ouais. Puis, à partir de 24 semaines et plus, ça va être... dans le fond, les femmes vont être transférées aux États-Unis. OK. Donc, nous ici... ça se fait pas, dans le fond, au Canada? Ça va pas se faire au Canada, Okay. dépasser là, la 24e semaine pour des raisons un peu plus comme code professionnel des médecins. Ah ouais? Ouais, donc ça va pas se faire. Fait que souvent, quand une femme va être dans cette situation-là, ben, elle va être référée au CLSC des Faubourgs à Montréal. Donc c'est vraiment le centre de coordination qui va gérer tout le référencement. Aïe. Ouais, fait que la femme va être transférée aux États-Unis. Puis à ce moment-là, dans le fond, là, tous les déplacements, l'intervention en tant que telle va être couverte par la RAMQ. Ah, OK. Donc, c'est bien quand même. Oui, c'est quand même Ouais. bien. Fait dans le fond, d'abord, la femme va devoir quand même payer. Ça va être remboursé par la suite. Exactement. Ça va être remboursé par la suite. Ah oui, wow. Faut quand même qu'elle ait le fonds pour l'avancer. Oui, c'est ça. Ouais. Ben oui, Quand c'est même. vrai, ça. Ouais, Quand ouais. même. Ça doit coûter quand même quelques dollars. Mais on s'entend qu'il y a quand même les frais de déplacement, les frais C'est ça. d'hôtel, de nourriture, Ouais. d'intervention en tant que tel. Fait que c'est... Puis pendant ce temps-là, tu peux pas travailler. Non, c'est ça. il y a ça aussi. Ouais. Fait que tu sais, ça, on s'entend aussi que c'est pour les personnes de 18 ans et plus. Quand tu as 17 ans et moins, il faut que tu sois accompagné d'un parent ou tuteur. Puis c'est remboursé aussi si tu as la RAMQ ou bien que tu es en statut là, de réfugié. Ok. Donc il y a le programme, je m'en souviens jamais, là, programme fédéral de santé intermédiaire. Donc quand tu es sur ce programme-là aussi, ça peut te rembourser Ah ouais. par la suite. Mais ça doit pas être si fréquent que ça. Non, vraiment pas. C'est ça. C'est souvent, quand on parle d'avortement tardif, c'est souvent comme très prenant, je pense, dans la tête des gens. C'est oui. comme, ça vient les chercher, puis pourtant, Ben oui, je comprends. c'est vraiment des faibles... On peut comprendre, Ouais. mais c'est vraiment des faibles proportions. Fait que, tu sais, Mhm. le rendre accessible, parce qu'au Canada, je sais pas si vous le savez, mais tu sais, on n'a pas de règles qui font en sorte que... qui déterminent, en fond, jusqu'à quel moment une personne peut avoir recours à l'avortement. On va simplement pas le pratiquer après, après la 23e semaine, mais il n'y a rien qui est comme au niveau légal. Mm. Mais dans le fond, le rendre possible, ça va pas augmenter le nombre de cas en tant que tel. Non, c'est c'est juste, ça offre la possibilité à la femme vraiment de contrôler son corps. C'est vraiment un dernier recours. Là. Exactement. Il faut vraiment être mal pris. Là. Je pense que si on connaissait les histoires derrière le peu de cas des femmes qui ont Ouais. recours à ça, ben on serait peut-être plus empathique. Vraiment. Moins plein de jugement. Mais tu sais, Vraiment. ça, je veux dire, c'est des... Moi, c'était un avortement vraiment début de grossesse, là, mais je pense que des fois, on oublie que la personne qui est enceinte, c'est une humaine aussi, puis qu'elle a Ouais. tout son vécu, puis elle a toute son Ouais. histoire. C'est Tu sûr sais, qu'il y a je plein pense de pas qu'il y ait raisons, personne qui ouais. se dit hey, cool, je vais faire... je vais subir un avortement de Je vais attendre vraiment de dernière grossesse minute, tardive. puis Non, ben non, tu c'est sais. ça. Ouais. Non, je pense que personne veut nécessairement... personne ne Vive ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, oui, il y a beaucoup plus, on s'entend, là, d'avortements dans le premier trimestre là, qui se fait. Puis finalement, il y a une multitude de raisons de vécu qui font en sorte que peut-être la femme va avoir attendu jusqu'à ce moment-là, ou peut-être que finalement, elle avait toujours comme des fausses règles, elle s'est pas rendue Oui, compte. c'est ça. Ben Tu sais, oui, il y a- ça. il y a Ouais. plein vraiment de contextes, puis toutes les raisons en fait sont valables et comme Mhm. elles sont acceptées là, pour avoir recours à une interruption de grossesse. C'est vraiment Mhm. le choix de la femme en bout de ligne. Ouais. Il faut respecter ça aussi puis la soutenir. J'imagine que s'il y a un problème avec le fœtus, ça se fait peut-être au Canada. Tu sais, si c'est vraiment comme le fœtus sera pas viable, puis il faut à partir de 24 semaines et plus, je sais pas si tu sais par rapport à ça. Ben, j'ai pas accès nécessairement de cas en tant que tel. Probablement que c'est peut-être que c'est fait à cause que justement au niveau du code déontologique des médecins, c'est peut-être plus acceptable vu que peut-être que le fœtus est pas viable ou quoi que ce soit. Ouais. En tant que tel, il faut quand même qu'il y ait un centre qui accepte de le faire. Autrement, c'est vraiment vers les États-Unis que la personne va être référée en tant que telle. Fait que j'imagine que ça va être du cas par cas, mais qu'en majorité, c'est davantage référé là, à l'extérieur. Parce que c'est le médecin qui va choisir s'il pratique l'intervention ou pas, en fait, c'est ça, au bout de la ligne. Oui, parce qu'en tant que tel,
c'est ça, il n'y a pas de loi qui fait en sorte que le médecin ne peut pas pratiquer après 23 semaines. C'est davantage leur code déontologique qui, des fois, comme peut être, j'imagine, un peu en contradiction, ou des fois aussi, on va, certains centres semblent ne pas avoir l'équipement médical pour le faire. Ah, ouais, j'imagine que ça doit être différent un peu comme intervention. D'ailleurs, ça, c'était une question qui est souvent revenue aussi. C'est quoi le processus d'un avortement? Comment ça marche en fait? Quelqu'un qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne, comment ça fonctionne? Bien, c'est différent que si on parle, par exemple, avortement chirurgical ou avortement médical, parce que Mais c'est rendu accessible maintenant? Oui. Ah, cool, ouais, super. depuis au moins 1 an. OK. Ouais, fait qu'on a le médical ou chirurgical. Donc, le médical, on peut le faire entre la 5e et la 9e semaine de grossesse. Puis le principe, en fait, c'est d'avoir recours à des médicaments pour interrompre la grossesse. C'est juste des médicaments? Exactement. Ça simule une fausse couche, en fait, c'est ça? Ouais, dans le fond, en gros, c'est un peu ça. Fait que c'est le même principe, on appelle dans un centre qui fait une interruption de grossesse, on prend un rendez-vous, on a les mêmes choses que tu parlais, on a une rencontre avec une infirmière, on va avoir parfois une échographie, un test de dépistage aussi, on va nous parler de contraception. À la suite de ça, dans le fond, on va nous donner un premier médicament qui, lui, son rôle, on le prend à la clinique et son rôle, c'est de, dans le fond, arrêter la progression de la grossesse. Après ça, on va avoir une prescription qu'on va aller chercher à la pharmacie. Puis notre deuxième médicament, lui, on le prend à la maison, un 24 à 48 heures après notre premier rendez-vous. Puis ce médicament-là, le rôle, ça va être, dans le fond, d'expulser. OK, ça va faire des petites contractions. Exactement. Okay. Il va comme avoir des crampes, des contractions qui font en sorte qu'on va expulser les produits de la grossesse. Ah, ça doit être douloureux quand même. C'est sûr que les crampes amènent quand même des douleurs. Il peut y avoir aussi des antidouleurs quand même qui sont remis là, à la personne. L'avantage quand même de cette méthode-là, c'est que ça se fait à la maison, à domicile, fait qu'on peut être entouré des gens qu'on souhaite avec nous. C'est plus intime aussi. Oui, ben oui. Mais reste que quand même, ça se fait sur un nombre de jours un peu plus long que contrairement à chirurgical, comme tu disais, qui était une journée qu'on prend de congé, qu'on le fait. Fait que contrairement à chirurgical, c'est un peu comme que tu disais Théo tantôt, là, fait que c'est un peu les mêmes premières étapes, mais dans le fond, toute l'intervention se fait à la clinique. Ouais. Puis dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans notre grossesse, ça se peut qu'on ait 1, 2 ou 3 rendez-vous à la clinique. Fait que ça va varier un petit peu. Ah oui. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, quand c'est chirurgical, c'est... tu me corrigeras si t'arrives, tu rencontres l'infirmière, le médecin, tout ça. Puis après, selon... moi, j'ai eu une échographie. Puis selon ton nombre de semaines de grossesse, il faut qu'il dilate ton col. Exact. Ah, oui. Puis après, ça va être d'aspirer les produits de la grossesse, de faire un curetage aussi pour s'assurer que tout est, dans le fond, ton endomètre, puis ça va être enlevé, qu'il n'y a plus de fœtus. Ouais. Exact. Ouais. Fait que c'est vraiment cette technique-là qui utilise absolument cette dilatation, aspiration, curetage. Il peut y avoir une petite aspiration qui est faite à la fin. Fait que souvent, ça, c'est comme plus dans les premières semaines. Quand c'est un peu plus avancé puis qu'il y a aussi chirurgical, ça se peut qu'il y ait une dilatation qui va se faire sur 24 heures pour, dans le fond, là, vraiment permettre au col de se dilater comme tranquillement. Ouais. Puis ça se peut aussi que la méthode là, d'aspiration soit différente ou que ça soit aussi là, une extraction qui soit faite. OK. Puis après, t'as un moment de repos là, dans une salle où que... Tu es juste allongé pour s'assurer que tu es bien. Puis si tu as eu des médicaments, des antidouleurs, pour s'assurer que tu récupères bien, que tu es pas... que t'es bien physiquement et mentalement aussi. Oui, c'est ça. D'un coup que ça parte un peu plus tard. Non, c'est ça. Puis t'as une infirmière qui est là, qui vient vérifier si t'es correct à chaque comme 5 ou 10 minutes. Moi, elle m'a donné un petit jus de pomme. Oui, la salle de repos, c'est quand même un bon moment aussi parce qu'on s'entend, l'intervention pour chirurgical, c'est un 5 à 10 minutes. C'est vraiment rapide. C'est super rapide. Puis après la salle de repos, c'est, je pense, à peu près 1h30 à 2h. Puis vraiment, on s'assure que la personne est bien, son état est stable. Puis aussi pour quand même décompresser. Puis souvent aussi, tu me corriges si je me trompe, là, mais habituellement, les femmes sont recommandées aussi d'être accompagnées. C'est ça que j'avais demandé. Souvent, autant quand même, tu sais, pour le retour à la maison, aussi que pour quand même le soutien comme émotif, affectif. Même si notre décision elle était comme 100% éclairée, ça reste quand même que c'est pas quelque chose qui est agréable, puis qu'on peut avoir besoin de quelqu'un aussi qui est là pour nous soutenir. Absolument. Puis aussi, moi, au Centre de santé des femmes, j'avais le choix d'avoir quelqu'un avec moi ou non dans la pièce. J'ai choisi que non, parce que je voulais juste être comme entourée du personnel médical, puis je voulais pas que
qu'il y a quoi que ce soit qui arrive, qui entrave la procédure, là, dans le fond. Mais après, dans la salle de repos, la personne qui m'accompagnait peut être jouée. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Puis, je pense que c'est un moment qui est vraiment crucial dans l'espèce de processus, de cheminement vers dans cette étape-là. C'est pas, j'allais dire épreuve, mais c'est pas le bon mot, là, dans ce processus-là. Ouais. Juste de bien faire les choses, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis de prendre le temps de réfléchir, puis de réaliser Mais que là, ça s'est arrivé, puis c'est fait, Puis prendre juste le temps de décanter, là, tu sais, même si t'es en paix, même si t'es bien, même si t'es... que tout s'est fait dans les règles de l'art, ça reste que c'est un choc émotionnel, c'est une énorme décision. Oui, puis je trouve ça important comme ce que tu dis parce que ça reste en effet une grande décision. Fait que même si le après finalement va bien se faire, ça se peut quand même que sur le moment, il y a comme beaucoup d'émotions qui soient mêlées parce que c'est quand même quelque chose de gros qu'une personne va vivre, puis c'est correct. Puis après, elle peut tout à fait aussi le bien le vivre, puis il y en a aussi beaucoup d'expériences positives qui sont associées. J'ai full bien vécu après, puis tu sais, j'en parle ouvertement, puis j'ai toujours pu en parler ouvertement avec ma famille, avec mes amis, puis avec des journalistes, avec des youtubers. Non, mais dans le sens que j'ai vraiment bien vécu pour de vrai. Puis tu sais, c'est pas parce que c'est une épreuve ou un choc que c'est nécessairement que t'es nécessairement à terre après. Tu sais, ça a été difficile dans le sens que c'est pas agréable, mais que tout ça soit bien fait, puis que ça soit fait aisément, a beaucoup facilité et l'intervention et le après. Puis t'étais en paix avec ton choix. Oui, j'étais en paix, puis j'étais soulagée aussi. Là. J'étais soulagée que ce soit fait, en fait. De savoir que ta vie, elle allait être telle que tu... Oui, exactement. J'étais, tu sais, après, j'étais vraiment... tu sais, c'est pas contente, mais j'étais tellement en paix avec ma décision. J'étais soulagée que tout se soit bien déroulé. Fait qu'après, j'étais juste comme, OK, ben c'est fait. Je suis contente, je ne suis plus enceinte. Puis tu sais, si jamais aussi, par exemple, le contraire t'aurait envie de parler, ça va aussi, il y en a qui ça va entendre quand même. On s'entend que c'est un processus, comme que tu dis, fait que c'est pas toutes les personnes qui vont vivre de la même façon, qui vont le gérer dans le même espace-temps. Fait qu'il y en a qui vont avoir besoin d'en parler à des personnes extérieures, neutres ou quoi que ce soit, puis il y a des ressources qui existent pour ça aussi. C'est correct de les utiliser si on en a le besoin aussi. Absolument. Vraiment. Ouais. Moi, je dois dire, là, ça m'est jamais arrivé, mais moi, je veux pas d'enfant. Les gens le savent en général. On le sait, mais puis je prends les moyens pour, mais je connais tellement de monde qui sont tombés enceintes malgré leur contraception que moi, si ça m'arrivait, c'est sûr que je prendrais la décision d'aller vers l'avortement parce que c'est pas une possibilité dans ma vie. Mais il n'y a aucune contraception qui est infaillible. Dès que tu as une intervention humaine, tu sais que ça soit, mettons, mettre un condom, prendre une pilule, même un stérilet. Tu sais, un stérilet, c'est comme le plus fiable en termes de... Sauf, mettons... Mais c'est quand même arrivé. Sauf, mettons, se faire ligaturer le tombe de Fallope, puis encore là... Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, je veux dire, il n'y a rien d'infaillible. Fait qu'à un moment donné, pourquoi shamer les femmes quand nous, on a genre 12 chances de tomber enceinte par année, là, quelqu'un qui a un cycle régulier, là, disons. Tu sais, je veux dire, j'avais déjà fait ce calcul-là. Imagine du moment où tu as tes règles jusqu'au moment où tu es à la ménopause, le nombre de cycles que tu vis, c'est le nombre de fois que tu pourrais tomber enceinte s'il y a une bévue de contraception, si ta contraception... elle ne fonctionne pas adéquatement, tu sais, je veux dire, si tu vis... Ça prend juste une malchance. Non, exactement. C'est ça. Fait que... Oui, puis il y en a aussi des femmes ou personnes trans non-binaires qui aussi ont une fertilité plus importante que d'autres. On n'a pas toutes non plus le même taux de fertilité qui fait en sorte que finalement, une situation... une personne va vivre une grossesse qui était non planifiée, puis la même situation, cette personne-là ne vivra pas une grossesse qui était non planifiée. Fait qu'il y a ça aussi qui rentre en bout de ligne. Est-ce qu'il y a des risques associés à l'avortement? Il y a des gens qui se demandent est-ce que ça peut rendre moins fertile ou... C'est quoi les risques reliés à ça? Bien, on s'entend, comme toute intervention médicale, il y a des risques. On s'entend que ça peut arriver, mais les risques sont vraiment faibles. Tu sais, les risques qu'il peut y avoir, c'est par exemple, ça se peut que l'avortement finalement n'ait pas fonctionné. Ça se peut qu'il y ait une hémorragie, mais tu sais, c'est des faibles proportions. Ça se peut qu'il y ait des infections, mais souvent, les mesures sont prises pour éviter ça.
Puis souvent, on entend ce mythe-là justement qu'avoir un avortement, ça va faire en sorte qu'au final, on peut être inverti, ça peut réduire nos chances de vivre une prochaine grossesse, et c'est pas du tout le cas. OK. T'sais, on s'entend que ça, c'est une réalité qui était peut-être il y a plusieurs années quand justement c'était illégal, c'était fait dans des conditions qui étaient insalubres, avec des personnes qui n'étaient pas formées, avec du matériel qui était inadéquat. Fait que là, ça engendrait beaucoup plus de risques, de complications, et des complications non traitées peut amener des infections, puis aussi comme là, affecter la capacité de la personne de vivre une autre grossesse. Mais maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Fait que vraiment, c'est une intervention médicale comme toute autre intervention qui est encadrée, qui est sécuritaire, puis dans le fond, qui comporte des risques, oui, mais comme toute autre chose. Exactement. Tu sais, on parlait tantôt, on s'entend, vivre une grossesse en tant que telle a ça plus aussi. de risques. Oui, ça fait qu'un avortement. Ah, ben ça, c'est intéressant. Fait que c'est plus ou moins un argument valide vraiment là, pour en tant que tel dire que faut pas le faire. Exactement. Exactement. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu la nouvelle sur l'Alabama puis la loi qui ont passé super anti-avortement et anti-droit de toutes les femmes? J'étais tellement fâchée. J'étais furieuse parce que dans le fond, tu sais, veux pas, ça me ramène à mon propre vécu puis au fait que j'ai vécu ma grossesse de la meilleure façon possible puis que ces femmes-là n'auront pas cette chance-là. Je pense que genre, je lisais tout ce qui sortait, je partageais tout ce qui sortait, tout ce que les gens disaient, tout ce qui encerclait cette actualité-là. Je trouve ça épouvantable. Ça me pogne au cœur. Je pense que ça vient vraiment nous chercher autant, tu sais, mettons là, je porte autant mon chapeau d'intervenante que mon chapeau de femme. C'est préoccupant de voir qu'un droit comme ça est constamment remis un peu en question, qu'il y a toujours comme des limites qui sont imposées. Puis on s'entend que pour les États-Unis aussi, tu sais, il y a plusieurs États qui ont voté ça, puis leur but, qui est quand même très avoué, c'est de renverser aussi la décision qui avait été prise, qui avait légalisé l'avortement. Fait que c'est sûr que c'est préoccupant de voir ce qui se passe, puis ça nous amène aussi à nous questionner sur nous, notre contexte au Canada, comme qu'on parlait un peu tantôt. Fait qu'il y a ça aussi que rien n'est pris pour acquis. Puis que veut pas, à chaque fois aussi, c'est le droit des femmes par rapport à disposer de notre corps comme qu'on l'entend est souvent remis en question. Et ça aussi, c'est fatigant. C'est préoccupant parce que pourtant, on est des individus libres de prendre des décisions éclairées, réfléchies pour nous-mêmes. Fait qu'on devrait pas toujours avoir à se battre pour ce droit-là. Puis quand on parle aussi d'avortement, c'est comme qu'on parlait tantôt aussi, ça a des implications pour tout ce qui est éducation à la sexualité, pour contraception. Fait que c'est d'autres enjeux aussi qui sont toujours ramenés avec ce droit-là en tant que tel. Ça, c'est quelque chose aussi, l'éducation à la sexualité, là, c'est revenu, je pense, cette année, là, en 2018, c'est l'automne 2018, c'est revenu dans les écoles secondaires. On est contente, mais pourquoi ça l'a arrêté? Pendant tout ce temps-là, il y a plein de monde qui n'ont pas eu d'éducation à la sexualité. Ou qui avait une éducation déficiente qui était comme donnée un petit peu par le prof de français, le prof de maths, le prof, mais tu sais, jamais... Est-ce que là, c'est des sexologues qui le donnent dans les écoles? Je pense pas. Pas nécessairement. Dans le fond, avant que ça revienne, en effet, ça a été comme très inégal la manière que ça a été appliqué. Tu sais, on s'entend qu'il y a des écoles qui ont continué à en faire, mais il n'y avait pas vraiment de cadre apposé par le gouvernement. En ce moment, avec le retour des apprentissages, ils favorisent vraiment que l'éducation à la sexualité soit faite par des personnes dans l'école. Fait que ça peut être des sexologues, oui, mais c'est pas toutes les écoles qui ont accès à un sexologue. Exactement. Faut avoir les fonds, c'est ça. Exactement. Fait que ça va être soit les intervenants scolaires ou bien les enseignants, mais il y a aussi beaucoup de mobilisation cette année de la part des enseignants qui, eux, se sentent pas outillés. C'est clair. Pour donner ces contenus-là, se sentent pas formés. Ce qui fait en sorte que pour la première année, là, ça a été fait aussi un peu de manière inégale. Et aussi, on va aller chercher le soutien d'organismes à l'extérieur, par exemple les organismes communautaires comme nous, Grossesse Secours, qui va donner aussi des ateliers d'éducation à la sexualité et comme plein d'autres aussi d'organismes. Fait que ça aussi, c'est quand même un moyen que les écoles soient allées prendre pour s'assurer d'offrir l'éducation à la sexualité là, aux jeunes. Parce que pour moi, c'est la clé, là, ça, l'éducation, pour arriver à quelque chose d'un monde meilleur, finalement. L'éducation, l'accès libre, l'empathie, la compréhension, toutes ces choses. Avez-vous vu la nouvelle de la femme qui s'est fait tirer dans le ventre? Mais c'est vrai, ça, j'en revenais pas. Je pensais que c'était une fake news au début. J'étais comme ça se peut pas. Elle se fait-tu arrêter? Elle se fait poursuivre parce que
elle aurait perdu son bébé parce qu'elle s'est fait tirer dans le ventre, puis c'est elle la fautive. Ouais. Puis j'étais comme ça se peut pas. Ah non, c'est épouvantable. Grosso modo, si je pense que c'est pas mal ça. Initialement, je crois que c'est la femme, en fait, qui avait tiré, qui avait eu des accusations, qui finalement, ces accusations-là ont été retirées. Okay. Et là, au final, c'est justement la femme qui s'est fait tirer dessus. J'en reviens pas. C'est... oui. Il y avait un truc similaire, je pense que c'était en pays d'Amérique latine, que des femmes avaient juste eu des fausses couches, puis ils s'étaient fait mettre en prison à cause qu'ils ont eu des fausses couches. Ouais, on s'entend-tu que c'est comme pas de ton ressort, là, mais... Ah ouais, en tout cas, on est quand même vraiment contente, je pense, d'être ici, même si faut continuer à... Faut pas le prendre pour acquis, faut jamais prendre... C'est ça qui est tellement fâchant. Tu sais, des générations de femmes avant nous qui sont battues pour ça, on l'a, mais on dirait que le combat, il est jamais fini, puis je veux dire, c'est pas parfait encore, là, malheureusement. Oui, puis les combats aussi qu'on mène ici, veut pas, ont des impacts aussi, je pense, plus loin à l'international, parce que veut pas, c'est tout un mouvement qui fait en sorte que quand on voit que c'est légalisé ailleurs, ben ça donne aussi du poids pour nous, par exemple, légalisé dans notre pays. Là, je parle, par exemple, d'autres pays, peut-être en Europe, où il y a plus de restrictions, en Amérique latine. Ben, c'est quoi, c'est en Irlande que ça a été... récemment, quand même. Il y a 1 an à peine. C'était pas légal avant? Non. Ah, ouais. Parce qu'en Europe, mettons dans l'Union européenne, la majorité quand même, c'est légal. Il va y avoir certains pays qui c'est légal, mais sous conditions. Fait que les conditions, ça peut être par exemple que soit la femme a été victime d'une agression sexuelle, par exemple que le fœtus ait une malformation X. Fait que toutes des petites conditions comme ça qui là, vont le permettre. Il y a aussi, il n'y en a pas beaucoup, là, mais que c'est encore illégal. Sinon, en Amérique latine, il y a encore plus de travail à faire. Là. Ça, c'est le contraire. Là. C'est la majorité que les pays, ça va être, dans le fond, autorisé, mais seulement sous certaines conditions. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, c'est illégal et la personne peut aller en prison. Là. C'est terrible. Oui. La personne qui vit l'avortement et le médecin aussi. Oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a le professionnel aussi là, qui va aider. Fait qu'il ne doit pas avoir beaucoup de médecins qui acceptent de le faire. C'est nous, on s'entend cette situation-là. Pour nous, au Canada, elle remonte quand même dans les années là, comme 60-80. Mais ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Tu sais, nos parents, là, ils étaient fertiles à ce moment-là. Oui, je sais. Moi, ma mère, elle me parlait justement, on parlait de ça. Elle dit, moi j'avais des filles que je connaissais qui sont allées se faire avorter aux États-Unis, genre à New York, là, justement parce que c'était pas encore légal ici, et qu'ils voulaient le faire de manière sécuritaire, tu sais. Ouais. Ça, on parle d'il y a une génération. C'est ça. C'est rien en termes de temps. Là. Ça fait juste 31 ans en tant que tel que l'avortement est légal, décriminalisé en tant que tel au Canada. Fait que c'est vraiment pas beaucoup... C'est ça, faut pas le donner pour acquis. Non. Vraiment pas. On va souhaiter, je pense, à la planète que ça soit de plus en plus décriminalisé puis légalisé. Puis merci à vous deux. Puis accessible. Accessible, sans frais. Puis accessible avec le moins de transport possible. Tout à fait. Parce qu'on a les stats, c'est une bonne chose que ça fasse ça. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment de nous avoir accueillis. Oui, vraiment, très agréable. Plaisir. Un grand merci à mon premier patron parachute, Grégory Codiche. Tu me laisseras savoir si je dis ton nom comme il faut. Et petit rappel que la série à huis clos a désormais sa propre page Patreon si vous voulez m'encourager ou y jeter un coup d'œil. Vous pouvez vous rendre à patreon.com/à huis clos.